5-word principle, which is to act in Netflix's best interest. Tout est fait pour que ce soit consommé avec un demi-œil ouvert pour qu'on reste vaguement concerné, et ça passe tellement vite et simplement comme un verre d'eau tiède qu'on l'a oublié avant même de pouvoir s'énerver. Depuis plusieurs années, Netflix domine de manière quasiment hégémonique l'industrie du streaming vidéo. Il est devenu tellement puissant et s'est tellement imposé dans notre quotidien qu'il en est venu à faire trembler une partie de l'industrie cinématographique, étant désormais vue comme une potentielle menace. Pourtant, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, tout n'est pas complètement rose pour Netflix. En effet, la gestion d'un catalogue aussi important est toujours compliquée. Mais surtout, de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché entre-temps, notamment Disney+, Amazon Prime ou encore HBO Max pour ne citer que. J'avais donc envie de voir avec vous, non pas comment Netflix pourrait mourir, si vous suivez les vidéos, vous savez que ça n'existe pas en tant que tel, mais comment Netflix s'est retrouvé pris au piège et quelles difficultés le monstre du streaming risque de rencontrer dans les semaines ou mois à venir. Mais on va toujours tâcher de rester prudent sur de possibles prédictions. Déjà car ça a peu d'intérêt et ensuite car ça peut rapidement se retourner contre soi. J'en veux pour preuve cet article du New York Times datant de 2011 qui fustige complètement la stratégie de Netflix de se lancer dans un service digital et souligne à quel point l'offre de location de DVD reste primordiale pour les consommateurs. Cet article souligne même une perte d'abonnés de la part de Netflix à cause d'une hausse de prix que les gens ne seraient pas prêts à suivre. 10 ans plus tard, on peut se mettre au moins d'accord sur la réussite du plan de la plateforme de Reed Hastings. Pour autant, si vous suivez l'actualité sur le sujet, vous avez sûrement vu arriver des articles à peu près similaires ces dernières semaines. En effet, la valeur en bourse de Netflix a chuté de 20%, notamment en raison d'une baisse du gain d'abonnés par rapport aux objectifs, mais aussi suite à une énième augmentation tarifaire. Et il est vrai que du point de vue financier, il y a un point qui pourrait s'avérer assez problématique. Le site dépasse plus de 15 milliards de dollars de budget chaque année pour produire son contenu, sachant qu'il me semble que ça ne prend pas en compte les dépenses liées à l'achat de films et séries non originales pour le catalogue. Or, avec un abonnement aussi peu élevé actuellement, il est extrêmement difficile pour Netflix d'être rentable. C'est seulement l'année dernière que pour la première fois, ils n'ont pas eu besoin de financement extérieur grâce à leurs 210 millions d'abonnements payants. Mais cet équilibre n'est pas complètement acquis, surtout que l'entreprise semble atteindre un plafond d'abonnés aux USA et au Canada notamment. De leur côté, Disney+ et Amazon Prime n'ont pas à être rentables. Alors forcément, c'est mieux, il faut toujours gagner de l'argent dans ces grandes entreprises. Mais ces deux services sont liés à des entreprises où la majorité du bénéfice est réalisée ailleurs. Le cinéma et les produits dérivés pour Disney et la marketplace pour Amazon. Ça leur permet, en tout cas pour l'instant, de proposer des prix bien plus attractifs, tout simplement parce qu'ils n'ont aucunement besoin d'être rentables sur ce service. Ils vont essayer à mon avis de ne pas non plus perdre trop d'argent et que ce ne soit pas un gouffre financier. Leur objectif, c'est surtout de développer leur marque et de développer leur écosystème en poussant des gens à entrer dans leur écosystème, un peu comme un tunnel de conversion. Un autre problème va se poser sur Netflix et ça sera la disparition des films issus de grands studios de la plateforme. Puisque Paramount, Disney et Warner ont décidé de lancer leur propre service de vidéo à la demande, il sera plus difficile pour Netflix d'obtenir les droits des films produits par ces derniers qui voudront logiquement garder l'exclusivité, mais qui également, à l'instar d'Amazon, se positionneront en tant que concurrents par rapport à Netflix pour acheter d'autres œuvres issues d'autres catalogues comme ceux d'Universal. Là où avant, Netflix était tout seul quasiment sur le marché et donc pouvait presque déterminer les prix à lui tout seul, qui était forcément plus élevé. Ce problème est d'autant plus important quand on voit la concentration de Disney après le rachat de la Fox, avec tous les catalogues, que ce soit Star Wars, Marvel, donc maintenant les X-Men aussi avec la Fox, les Simpsons, ce genre de choses. Netflix est donc attaqué sur la plupart de ce qui était ses avantages compétitifs. La plateforme va à terme devoir se passer de tous les Disney, mais également de tous les films Marvel, aussi DC qui appartiennent à Warner, également les Harry Potter, Friends, Matrix, les films de Christopher Nolan ou certains de Tim Burton. On le voit aussi sur quelques séries Marvel qui ont pourtant été produites par Netflix, mais semblent être récupérées par Disney+. Je fais notamment référence à Daredevil, Luke Cage ou encore Jessica Jones, les Defenders. Surtout que ce sont donc des éléments culturels déjà connus du grand public et très importants dans la culture populaire et qui vont donc plus facilement attirer les gens que de nouvelles séries originales. Il suffit de voir la hype autour du trailer d'Obi-Wan sorti cette semaine pour comprendre à quel point n'importe quelle série Disney+ risque de faire plus de bruit que la meilleure série Netflix,
Or peut-être Squid Game ou ce genre d'épiphénomène, tout simplement parce que c'est issu de licences qui sont déjà extrêmement appréciées et suivies par le grand public. Mais tout ça, c'est des problématiques intéressantes, mais très générales, et aujourd'hui j'avais envie de me pencher plus spécifiquement sur un aspect de Netflix qui a fait son succès et pourrait finalement se retourner contre lui, le binge-watching. Cette pratique, qui est donc apparue aux alentours de 2013-2014 comme très populaire, enfin quand je dis apparue, ça existait déjà avant de regarder tous les épisodes d'une série d'un coup, mais sachant que c'est apparu et ça s'est institutionnalisé en tant que tel, en tant que nom de binge-watching et en tant que pratique aux alentours de 2013-2014, l'arrivée de Netflix. Elle est permise par la publication de l'ensemble des épisodes d'une saison entière par la plateforme le vendredi à 9h. Je me suis penché sur une étude sur le sujet et les dérives pointées sont assez inquiétantes. Cette étude en reprend d'autres et en vrac, on y apprend que 70% des utilisateurs qui binge-watch disent perdre le contrôle sur la durée de leur visionnage. D'ailleurs, la majorité des gens binge-watch seuls et une étude expliquerait ça par le besoin d'une gratification immédiate. Un peu comme pour les likes sur les réseaux sociaux, on a besoin d'avoir une récompense le plus vite possible. Comme moi quand je vous demande de commenter ce que vous pensez de la vidéo ou de mettre un like ou de vous abonner. Comme ça. Au hasard. Les séries étant construites comme de grands build-up pour des récompenses ensuite. D'ailleurs, les gens ont tendance à regretter le binge-watching et ont un profil ayant tendance à être plus triste, anxieux ou procrastinateur. Cette tendance est alors reliée à l'addiction aux jeux vidéo par exemple, dont on reparlera un petit peu ensuite. La pratique a aussi été accompagnée d'une évolution sémantique sur le fait qu'on consomme des films et des séries. Intéressant quand on sait que l'étymologie de consommer vient de consumare, qui veut dire achever, mais aussi consumere, qui veut dire détruire. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça que je ressens les séries Netflix. Genre on engloutit tous les épisodes d'un coup et hop, on jette, quitte à oublier aussi rapidement qu'on l'a regardé la série. Ce qui est quand même dommageable au moins sur le long terme, puisque justement il n'y a pas trop de long terme. Alors moi je vois les séries Netflix que j'ai regardées d'un seul coup, la plupart du temps c'était pour des vidéos, c'était par exemple La Casa de Papel ou Stranger Things. J'en ai pas des grands souvenirs. Ça se vérifie très concrètement par la durée de vie excessivement courte des séries Netflix. Et encore plus quand on les compare aux séries des autres plateformes qui sont restées à une fréquence hebdomadaire. On voit ici le comparatif entre les recherches autour des chroniques de Bridgerton, un grand succès sur Netflix, et The Mandalorian. Même si les chroniques de Bridgerton atteint un pic 2 fois plus élevé que la série de Star Wars, on voit que ce dernier est extrêmement éphémère et cesse aussi rapidement qu'il est arrivé. Contrairement à The Mandalorian qui se maintient sur plusieurs semaines grâce à son rythme de parution. À première vue, on pourrait se dire que c'est une stratégie payante pour Netflix, dont à un instant T, on parle énormément de leur série. Mais ça va créer une sensation très étrange chez le consommateur, c'est que chaque nouvelle saison sera appréhendée de la même manière qu'un épisode. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Lupin, mais puisqu'on a pris l'habitude de regarder tous les épisodes d'un seul trait, ou presque, et surtout puisque les séries ont énormément de saisons, parfois 10 ou plus, elles sont donc construites comme des épisodes, avec au début l'introduction, le développement, puis une conclusion certes, mais souvent sous forme de cliffhanger, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres saisons ensuite ou des spin-offs. C'est ce qui va notamment pousser les gens à harceler Netflix 48 heures après la sortie pour savoir quand la prochaine saison sera disponible. Les séries Disney+ ou HBO ont l'avantage de construire toute une hype autour de chaque épisode individuellement et de mieux construire une communauté. Il suffit de voir ce que ça a donné avec Euphoria, sur laquelle se multipliaient les théories et analyses entre les fans chaque semaine. Également, ça permet d'avoir plus de recul sur la série. On a le temps d'apprécier à sa juste valeur chaque épisode. Même si c'est vrai que c'est risqué pour la plateforme car le viewer peut se rendre compte que finalement il n'apprécie pas tant que ça, voire même arrêter de suivre. Alors que lorsque l'on enchaîne machinalement des épisodes, on ne se demande qu'à peine si ce qu'on regarde vaut le coup d'être vu. Ce phénomène va néanmoins forcer Netflix à des sorties extrêmement régulières de nouvelles séries. En effet, en créant le rendez-vous du vendredi, la plateforme habitue le consommateur à venir chercher non pas son épisode, mais sa série chaque semaine. Le problème, c'est qu'il arrive souvent qu'on ne soit attiré par aucune série pendant plusieurs semaines. Ce qui a beaucoup moins de chances d'être le cas si les séries s'étalent sur 6 ou 8 semaines. Et ça se vérifie encore une fois avec Disney+, où on voit que Moon Knight va servir d'enchaînement avec Obi-Wan, qui va lui-même servir d'enchaînement avec Miss Marvel, puis Cassian Andor et She-Hulk. Il y a vraiment toujours une série qui est diffusée sur Disney+, pour ce qui est des grosses franchises un peu nerd. Bref, même en étant dans une position de domination du marché du streaming, Netflix risque d'être bousculé dans les années à venir et semble être pris au piège de son propre succès, ayant attiré les mastodontes autour de lui. On l'a donc vu, le système de Netflix montre peut-être ses limites.
avec à la fois l'arrivée des nouveaux concurrents, mais aussi l'évolution des habitudes des consommateurs. Pour faire face à cela, la firme américaine n'est pas non plus sans solution. Déjà, il lui reste encore des territoires à conquérir, notamment l'Inde qui peut être un marché florissant. Ensuite, Netflix essaye de diversifier ses activités, avec le rachat récent d'entreprises spécialisées dans les jeux vidéo mobiles. L'objectif serait d'intégrer des jeux mobiles à Netflix pour pousser l'utilisateur à passer plus de temps sur la plateforme. Et on en revient à l'addiction aux jeux vidéo que Netflix semble avoir très bien cerné et compris que ça peut être un bon moyen de faire rester les gens. Je ne suis pas totalement convaincu de l'idée, mais je ne pense pas non plus être vraiment le public cible. Donc, difficile de juger, mais c'est à surveiller. J'aimerais enfin m'attarder sur une fonctionnalité nouvelle qui paraît anodine, mais que je pense intéressante, à savoir la fonction directe. Il s'agit simplement d'un flux de contenu continu sur lequel l'utilisateur peut aller. Déjà, ça montre clairement la volonté de Netflix d'empiéter un peu plus sur la télé traditionnelle avec cette expérience où le contenu devient un bruit de fond, un enchaînement ininterrompu de programmes auxquels on ne prête que peu d'attention au final. Ça montre aussi la volonté de renforcer la passivité de l'usager qui n'a même plus à choisir parmi les films déjà préalablement choisis et mis en avant pour lui par l'algorithme comme un retour en arrière à la télé traditionnelle. Mais surtout, les épisodes de séries sont bien diffusés par blocs de 4 ou 5, montrant encore une fois que Netflix continue dans sa stratégie de binge-watching malgré la concurrence. Et finalement, c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Mais même s'il venait à disparaître, ce à quoi je ne crois absolument pas, Netflix aura jamais marqué l'expérience des consommateurs d'audiovisuel. Et finalement, c'est peut-être là où Netflix a le plus gagné, c'est qu'en fait, il a transformé, ou en tout cas, il a participé activement à la transformation des séries et des films en des objets de consommation. Et en faisant ça, comme l'explique très bien Émile Durkheim dans son livre Le Suicide, en fait, la consommation sert d'intégration sociale. On consomme pour pouvoir s'intégrer dans la société et c'est exactement ce que sont devenues les séries Netflix. J'en avais parlé dans la vidéo sur Squid Game, mais on a tous regardé Squid Game parce que tout le monde regardait Squid Game, parce que tout le monde nous a dit de regarder Squid Game pour comprendre les codes et les références. Et dans ce sens, c'est devenu des vrais objets de consommation qu'on désire, on désire voir ces séries parce qu'on voit tout le monde en parler, parce qu'on voit tout le monde les avoir vues et donc en fait les posséder dans un sens. Vu qu'ils les ont vus, avoir vu une série, c'est quasiment la posséder, c'est avoir les codes, avoir les références. C'est un bien qu'on peut acquérir aujourd'hui grâce à Netflix de manière quasiment instantanée. Pour autant, le penchant négatif, c'est que la consommation, comme on l'a dit, ça finit forcément par nous lasser à un moment et on a besoin surtout de toujours plus. Cela me fait beaucoup penser à Napster, qui, à son lancement en 1999, a révolutionné notre rapport à la musique par le biais d'échanges de MP3 de manière gratuite. Certes, le site a perdu son procès contre les majors et a dû fermer avant de renaître sous une forme différente. Cependant, malgré sa courte existence, il a à jamais marqué les habitudes de consommation de musique et a permis après lui l'essor de Spotify, Deezer et même SoundCloud. C'est pareil pour Netflix. Netflix a déjà gagné. Il a profondément changé la société, ou au moins notre manière de consommer du contenu, voire même d'en produire. Désormais, on parle de séries à la Netflix. Le cinéma panique face à sa montée en puissance et essaye de l'astreindre à ses règles, comme le montre le nouvel accord sur la chronologie des médias, le fait que Netflix va être obligé d'investir dans le cinéma français à une certaine hauteur de son chiffre d'affaires. De l'autre côté, la télévision tremble également, se servant du géant américain comme justification pour une fusion entre les deux groupes TF1 et M6, et alors que Salto a clairement du mal à s'imposer au-delà de son mois gratuit. Encore une fois, l'entreprise de Reed Hastings a gagné. Alors, finalement, peut-être que Netflix est pris au piège. Mais si c'est le cas, il nous a probablement déjà entraînés avec lui dans sa chute.